Bonjour, vous regardez et écoutez le podcast Ici on en parlait à travers notre chaîne YouTube Kabali Solo Africa, l'agence de communication Kabali Solo, et vous l'écoutez à travers les plateformes de téléchargement. Nouvel épisode, nouvel invité avec un nouveau thème. C'est une nouvelle année, donc nous allons droit au but, aux priorités. Et l'une des priorités de la vie, c'est la santé mentale. On va en parler avec Dr Mona Kazem. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Abdoul. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci beaucoup. Dr Mona, vous êtes libanaise et vous habitez au Congo, c'est ça? Oui. Qui êtes-vous? Je suis Mona Kazem, psychologue et psychothérapeute. Je suis libanaise. J'ai fait mes études à l'université libanaise au Liban et j'habite au Congo depuis 16 ans. D'accord. Vous êtes spécialisée en quoi? Ok, je suis psychologue et psychothérapeute. Je suis formée en des approches thérapeutiques, la thérapie cognitive comportementale et la thérapie analytique systémique. Je suis dans les domaines de psychologie depuis 2016, mais je pratique la psychothérapie au Congo depuis 2023. D'accord. J'ai fait mes études à l'université libanaise, au Liban, mais j'habite ici au Congo. D'accord. Et vous aimez bien le Congo, docteur Mona? J'aime très bien le Congo. Soyez indulgents, mesdames et messieurs, chers auditeurs et spectateurs avec Dr Mona, puisque la langue maternelle du Dr Mona, c'est l'arabe. Oui, ma langue maternelle est l'arabe. L'anglais est ma deuxième langue. J'ai appris le français à l'âge d'adulte comme une troisième langue. D'accord. Et comment on dit santé mentale en arabe? As-saha nafsiya. Je ne répéterai pas après vous. Docteur Mona, c'est quoi la santé mentale? Avoir une bonne santé mentale, c'est se sentir bien, Oui. gérer le stress, maintenir des bonnes relations personnelles et professionnelles. Ah d'accord, d'accord. Et c'est ça la santé mentale. C'est ça la santé mentale. Il y aurait des spécialités dans la santé mentale. Oui, bien sûr. Lesquelles, docteur Mona? Dans le domaine de la santé mentale, il existe trois types de professionnels. D'abord, le psychiatre, c'est un médecin qui a étudié la médecine générale, puis s'est spécialisé en santé mentale ou bien psychiatrie. Il prescrit les médicaments, il pose des diagnostics, il propose aussi des suivis médicaux pour traiter les troubles mentaux. Après, il y a les psychologues. Vous? Comme moi. Oui. Le psychologue, c'est un professionnel de la santé mentale. Il peut réaliser des consultations pour les adultes, les enfants, les couples et les familles. Il ne prescrit pas les médicaments. Son rôle est centré sur aider les gens à comprendre mieux et à gérer ses émotions, ses comportements et ses difficultés psychologiques. D'accord. Et enfin, il y a... Il y a le psychothérapeute, Encore aussi vous. c'est moi. Le psychothérapeute est un psychologue formé à des différentes approches en psychothérapie. Il y a les thérapies à court terme, short-term therapies, comme les thérapies cognitives comportementales. Il y a aussi la thérapie à long terme, comme la thérapie classique. D'accord. Il faut combien d'années d'études pour être spécialisé dans ces différents domaines? Il faut un master en psychologie clinique. Pour être un psychothérapeute, il faut faire au moins 2 approches en psychothérapie. Parfait. Docteur Mona, c'est quoi l'utilité de consulter? Savez-vous quelle est l'origine de nombreux troubles mentaux et physiques? L'origine, je dirais, l'échec, les déceptions, Encore, le stress. le stress. Ah, ok. En particulier le stress chronique, the chronic stress. Oui. Le stress est la réponse de notre esprit et notre corps face à des situations difficiles. D'accord. C'est une réaction normale. Quand nous subissons un stress chronique, le stress cherche toujours une façon ou d'autre pour se libérer dans le corps. D'accord. Une façon ou d'autre pour se libérer. Il y a 3 façons principales pour libérer ce stress. 3 façons principales de libérer le stress, c'est ça? Le stress, Ok. oui. D'abord, il y a libération mentale. La libération mentale. Oui, ce stress peut se libérer au niveau mental, comme parler, écrire, exprimer les émotions, exprimer les préoccupations, ou bien aussi avec beaucoup des activités artistiques comme l'art et la musique. D'accord. Si l'expression mentale ne suffit pas à libérer ce stress peut se libérer au niveau physique, comme le sport, le yoga, marcher ou bien petites activités comme le ménage. Donc, tout ce qui ça fait
bouger le corps Oui, peut libérer le pour stress. libérer le stress. Donc, il y a la libération mentale, la libération physique. Et la troisième libération? La troisième libération, c'est manifestation physique. Si le stress n'est ni libéré physiquement, ni libéré mentalement, ce stress va se bloquer dans les corps et entraîner de maladies physiques ou bien les psychosomatiques maladies. D'accord. Combien de fois tu consultes un médecin pour une douleur dans le corps Et le médecin ne trouve pas l'explication. il n'y a pas l'explication. Oui, ça arrive souvent. Donc, en fait, le stress est, en fait, j'ai envie de dire, la maladie que vous soignez. C'est comme ça que je veux le formuler. Consulter un psychologue ou un psychothérapeute permet à libérer ce stress à la source. Ces professionnels vous aident à comprendre vos émotions, à vous exprimer et à trouver des solutions adaptées pour éviter que le stress ne s'accumule et n'affecte votre santé. La santé, exactement. Docteur Mona, quels sont les signes qui indiquent qu'il est temps de demander de l'aide, de consulter? Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur un concept de base. Si je dis patient en psychologie, cela ne signifie pas forcément une personne malade. Ah, d'accord. En réalité, l'origine du mot patient vient de la patience, c'est-à-dire la capacité à endurer une douleur ou une difficulté. D'accord. OK? Donc, en psychologie, un patient simplement est quelqu'un qui est en train de patienter face à une douleur. OK. Et honnêtement, qui parmi nous ne traverse pas dans un moment ou un autre une douleur psychologique, émotionnelle, relationnelle ou sociale? C'est vrai, c'est vrai. Ainsi, nous sommes tous, dans certaines manières, des patients. Des patients de la douleur psychologique. D'accord, nous sommes tous d'une manière ou d'une autre des patients de la douleur. Parfait, c'est vrai. Je suis en train de me demander à ce moment-là quelle douleur je suis en train de traîner avec moi là. Après le podcast. Après le podcast, je peux consulter? Bien sûr. Parfait. Donc, sur les signes, par exemple, est-ce que c'est des signes extérieurs? Il y a 4 signes principaux. Number 1, tu ressens une tristesse persistante, une anxiété ou un stress difficile à gérer. D'accord. OK? Ça, c'est le premier signe qui démontre qu'il faut absolument... Qu'il faut consulter. Oui, c'est le temps de consulter. OK, l'anxiété, le stress et la tristesse. Une tristesse persistante. Une tristesse persistante, pas une tristesse passagère. Non, une tristesse persistante. Si vous savez pourquoi vous êtes triste, c'est normal. Ah oui, par exemple, on a perdu quelqu'un, on a perdu un être cher, ça c'est normal. C'est normal humain, d'être triste dans ce cas. Ah, donc ça veut dire que c'est quand on ne connaît pas la cause, le pourquoi on n'est pas triste, à ce moment-là, c'est anormal. Effectivement. Donc à ce moment-là, on doit consulter. Effectivement. D'accord. Le deuxième signe? Le deuxième signe, trouble de sommeil. Un trouble de sommeil. Que ce soit l'insomnie ou bien un sentiment de fatigue persistante. D'accord, OK. Tu sens que tu es toujours fatigué. D'accord. Tu n'as pas envie de faire quelque chose. C'est pas dû au travail, à la journée, non? Trouble de sommeil. Que ce soit l'insomnie ou un sentiment de fatigue constante. Oui, mais il y a des fatigues de travail, les journées sont peut-être longues. Ça, c'est aussi normal. Ça aussi, Je parle de la fatigue constante. Une fatigue. Tu es fatigué tous les jours. Tous les jours, OK, parfait. Et le troisième signe? Troisième signe, tu rencontres des conflits fréquents dans tes relations personnelles et professionnelles. Donc, quand tu as des conflits un peu tout le temps dans les relations professionnelles et personnelles, ça veut dire qu'il est temps de consulter. Il y a quelque chose qui se passe mal. Ah, d'accord. Oui. Et le quatrième signe? Tu marques que tu réagis de manière excessive aux situations simples ou banales. Pour mieux comprendre ces réactions, je te pose une question. Si je viens maintenant, je mets du sel sur ta main intacte. Ma main? Si vous mettez du sel? Oui. Si je mets un peu de sel sur ta main, que va-t-il se passer? Aucune idée. Qu'est-ce qui va se passer si vous mettez du sel sur ma main? Rien. Rien, oui. Tu peux avoir mal.
Non, pas du tout. Ah oui, c'est pour expliquer que le quatrième point, j'en Ok. arrive. Ouais, moi aussi, je Ok. pourrais faire un. Ah oui, c'est qu'il y a des gens qui ont des réactions excessives Oui, sur des situations oui, banales. c'est Vous ça, l'avez dit à oui, l'instant. oui, c'est ça Donc, par ce que je exemple, veux. l'exemple de mettre du sel sur la main, Oui, ben, c'est banal, mais oui, quelqu'un va aller dans tous les sens alors c'est que. ça ce que je veux Ok, expliquer. d'accord. Mais si ta main est blessée et que je mets du sel dessus, que va-t-il se passer? Ben là, il y aura une douleur parce que je suis blessé et vous mettez du sel sur ma main. Oui, là, j'aurais mal. J'aurais mal. Oui, Effectivement. j'aurais mal. Alors, qu'est-ce que tu as fait mal? Le sel ou la blessure? À la blessure, non? Bien sûr. Ouais. C'est la même chose avec notre esprit. Si tu as une blessure intérieure, n'importe quelle petite chose va te blesser. Tu es émotionnellement blessé, même des petites choses peuvent te blesser et te faire réagir de façon excessive. Ces signes montrent que peut-être tu portes une douleur intérieure non résolue. Demander l'aide psychologique peut aider à identifier ces blessures, à la guérir et à trouver l'équilibre émotionnel. Docteur Mona, quels sont les scénarios les plus courants que vous rencontrez en consultation? Les scénarios les plus courants que je rencontre en consultation concernent le trouble d'attachement. Par exemple, un patient peut venir en consultation parce qu'il souffre de troubles relationnels. Il ou elle n'arrive pas à maintenir de relations saines avec son partenaire. D'accord. En explorant l'histoire personnelle de ce patient, voici comment les choses se déroulent souvent. La mère, avant ou après avoir accouché, était abandonnée par son partenaire. Elle a dû alors laisser l'enfant chez la grand-mère pour continuer à étudier ou pour travailler. Après un certain temps, la grand-mère étant âgée est décédée. L'enfant a alors dû rester chez l'oncle ou bien le nouveau mari de la maman, D'accord. qui pourrait, lui aussi, n'accepter pas l'enfant ou bien aimer les autres plus que lui. Quelle croyance cette personne aura-t-elle développée? C'est vrai que sur ce cas pratique-là, je vous comprends et je pense que les spectateurs et les auditeurs conviendraient avec moi que avec tout ce parcours, l'enfant est ballotté de gauche à droite. Effectivement, mais pourquoi la croyance? Parce qu'il se peut seulement qu'il y ait aussi un problème d'éducation, un problème de valeur, Ok, il y a beaucoup de choses. parce que ces expériences vont créer des croyances fondamentales qui influencent les pensées, les émotions et les comportements de cette personne. Le monde n'est pas un endroit sûr où vivre. C'est vrai. Parce que justement, il a été ballotté de gauche à droite, de famille en famille, de famille d'accueil. Voilà. Elle croit qu'elle doit être toujours vigilante. Ça, c'est le stress chronique. D'accord. Si elle est toujours vigilante, donc elle fait le stress chronique. D'accord. La deuxième croyance, tout ce que j'aime mais que tyran. C'est vrai. Cette croyance peut se manifester en plusieurs façons. D'abord, je ne dois pas aimer parce que aimer signifie souffrir d'abandon. C'est vrai. Donc, elle évite toutes les relations profondes. Évitement volontaire. D'accord. Je ne veux pas faire relation avec les autres. D'accord. La deuxième façon, si j'aime quelqu'un, je dois l'étouffer pour qu'il reste à mes côtés. Je soupçonne toutes les actions des autres comme des signes d'abandon. Et cette personne, quand elle devient parent, elle fait attachement excessif aux enfants parce qu'elle a peur de perdre l'amour. Et la quatrième façon, c'est la culpabilité constante. Elle s'accuse de ne pas être assez bien pour être aimée. Docteur Mona, quelle routine simple peut-on adopter pour réduire le stress? Tout d'abord, prenez un petit papier et tracez 2 colonnes. Dans la première colonne, notez les choses, ce que je peux contrôler. Et dans la deuxième colonne, notez les choses, ce que je ne peux pas contrôler. Monsieur Abdoul, quelles sont les choses, ce que tu peux contrôler dans ta vie? Je peux contrôler mes actions. Mes actions. Oui. Je peux contrôler Qu'est-ce que tu peux contrôler aussi? mes désirs, non?
mes désirs, un peu pas trop. Un peu, pas trop. Encore. Mes désirs. Encore. Je peux contrôler mes pensées. Mes pensées. Oui. Je peux contrôler mes besoins. OK. Non, je suis en consultation là, mais je suis en consultation. Donc, Consultation publique. donc, toutes les choses, c'est que tu peux contrôler, c'est mes actions, mes paroles, mes pensées, mes besoins. Mais pas des autres. Effectivement. Ah ouais. Maintenant, quelles sont les choses, c'est que tu ne peux pas contrôler? Je ne peux pas contrôler les actions des autres. Je ne peux pas contrôler les réactions des autres. Bien sûr. Je ne peux pas contrôler les pensées des autres. Bien sûr. Je ne peux pas contrôler la pâte dentifrice des autres. Je ne peux pas contrôler le pain des autres. Oui, aussi la mort, l'événement. Est-ce que je peux contrôler ma propre mort? Non? Non, jamais. Non, je ne peux pas. Jamais. Ouais. La J'aurais mort. bien envie, moi. Je peux choisir ma date de la... Non, on ne peut pas. I'm kidding. Tu dois noter dans la colonne de choses c'est que tu ne peux pas contrôler. Oui, oui. Donc, la mort, Oui. les événements imprévus, Oui. les maladies. On Et ne peut le pas passé. contrôler le passé. Oui. Mais on peut contrôler le présent. Le présent. On ne peut pas contrôler le passé, mais on peut contrôler le présent. Oui. Parce que le passé est déjà passé. On ne peut pas le contrôler. C'est vrai. Maintenant, regarde bien ta liste. Pour les choses que tu peux contrôler, fais ton mieux pour le faire. Pour les choses que tu ne peux pas contrôler, apprendre à les accepter. Donc, les choses que je peux contrôler, je fais de mon mieux pour les gérer. Pour les gérer. Chaque jour. Chaque jour. Est-ce que je ne peux pas contrôler? Tu apprends à les accepter. J'apprends à les accepter. Mais attention, accepter, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ah, il ne faut pas subir. Jamais. Ah. Il faut faire tout ce qui est dans ton pouvoir. Après, tu lâches prise. Les choses, c'est que tu ne peux pas changer. D'accord. Ah, mais ça, c'est très ça. Donc, je fais de mon mieux pour que ça marche, par exemple, et que quand ça arrive à un stade où ce n'est plus moi qui ai le contrôle, ben, je laisse la nature faire les choses. Je laisse les choses se dérouler naturellement. Effectivement. Mais est-ce qu'à ce moment que je subis? Non, docteur, je ne subis pas à ce moment-là? Tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir sans te battre contre l'impossible. D'accord. Que je ne gère que le possible. Ah. Imagine un médecin urgentiste dans un hôpital. Mhm. Il est confronté chaque jour à des situations imprévues et critiques. Qu'est-ce qu'il peut contrôler? Il peut contrôler les opérations. Il peut contrôler les ordonnances. Sa rapidité. Sa rapidité. Son calme. Son calme. Sa concentration. Sa concentration. Dans le soin. D'accord, dans le soin. OK. Il peut aussi contrôler sa communication avec ses collègues et la famille de patients. Et la famille des patients. Oui, oui. Ça, il peut contrôler, oui, c'est vrai. Okay. Ce qu'il ne peut pas contrôler, l'état initial du patient à son arrivée, les décisions de ses supérieurs et des familles, d'accord, l'issue finale, comme un décès par exemple, malgré tous ses efforts. Ça, il ne peut pas contrôler, c'est vrai. Ça, il peut pas Sous cet exemple d'urgentiste, on est d'accord qu'il peut contrôler la rapidité, on est d'accord qu'il peut contrôler ses émotions et la relation, la communication, vous l'avez même dit, avec la famille, mais c'est vrai qu'il ne peut pas contrôler l'issue finale, la décision de sa hiérarchie. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. En se concentrant sur les choses, ce qu'il peut contrôler, le médecin va faire son mieux pour sauver des vies. Mais pour être en bonne santé mentale, il doit accepter qu'il ne peut pas tout maîtriser. D'accord. C'est la même chose pour nous dans la vie de chaque jour. Ce que nous ne pouvons pas changer ou contrôler. D'accord. On met notre énergie dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut contrôler. Mais on met l'énergie positive pour que ça marche. On ne se bat pas contre l'impossible. Et si on fait tout ça, on est en bonne santé mentale. Ou c'est pour notre bien à nous, pour notre santé mentale. Ah, ok. C'est une petite habitude simple, mais très efficace de gérer le stress quotidien et l'anxiété de chaque jour. Donc, l'une des solutions que vous proposez à nos auditeurs et nos spectateurs, la solution pratique qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent pratiquer tous les jours pour être en bonne santé mentale, dans toutes les situations, c'est je fais de mon mieux
de gérer ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler, je lâche prise. Parce que je ne peux pas me battre contre l'impossible. Oh. Mais comme je t'ai dit, apprendre à accepter, ça ne veut pas dire ne faire rien. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, après tu lâches prise. D'accord, parce que si je ne lâche pas prise, je vais affronter l'impossible, ça sera une source de stress et on a ce qu'on a commis malade. C'est ça l'anxiété. Là où tu te bats contre l'impossible. J'ai dit ça en lingala, wana ce qu'on a commis malade. Vous parlez un peu lingala, docteur Mona? Lobinatongo, c'est Lobinatongo. Comment vous, docteur, en votre état, avec tous les diplômes, le premier mot que vous apprenez, c'est Lobinatongo. Votre gardien n'est pas sympa. Hein. Ça, c'est souvent les gardiens. Toujours, il va dire Lobinatongo. Mais voilà. Vous avez vu, j'ai deviné. Madame Lobinatongo Noriara. Fais ça, non, Lobinatongo. Au Congo, il y a combien de personnes qui consultent? Au Congo, c'est difficile à déterminer les taux de consultations psychologiques à cause des manques statistiques officiels. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1 personne sur 8 souffre d'un trouble mental. Les troubles anxieux et dépressifs étant les plus courants. Voilà, parfait. Docteur Mona, au Congo, quand on va à l'église et qu'on est en harmonie avec Dieu, Dieu nous a pardonné nos péchés, on est en parfaite santé mentale. Donc la question, moi je sais que vous êtes musulmane, parlons de la religion dans l'ensemble, hein, pas forcément les chrétiens, les catholiques et les musulmans, mais est-ce que lorsqu'on est en harmonie avec Dieu, ça veut dire qu'on est en bonne santé mentale? Le lien entre thérapie et spiritualité? Je peux te dire oui et non à la fois. Être croyant joue un rôle très important sur les plans psychologiques. Croire en Dieu, dans l'inconscient, ça veut dire qu'il y a une force supérieure, puissante et bienveillante qui veille sur nous, qui nous accorde des bénédictions gratuites et garantit la justice, peut-être dans cette vie ou dans l'au-delà. Cette conviction nous apporte un sentiment de réconfort et de soumission, et également très efficace, très bénéfique sur le plan psychologique. D'accord. Mais, cependant, si tu es déprimé, anxieux ou confronté de difficultés psychologiques ou sociales, passer tout ton temps à l'église ou à la mosquée ne suffira pas à guérir. La foi peut offrir un soutien, mais ne remplace pas une prise en charge psychologique ou médicale adaptée. Docteur Mona, quel est l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, surtout chez les jeunes? Comment utiliser les réseaux sociaux de manière saine et équilibrée? Commençons au début, comme l'habitude. Si quelqu'un veut poster des photos sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il va partager, par exemple? Sa vie, sa maison, son travail, son bureau, ses amis, son copain, son amoureux. Effectivement. Son chien. Effectivement. Une photo avec ses plus beaux habits, chez lui ou dans un endroit qui le met en valeur. Oui. Il montre son image parfaite. Oui. Donc sur le réseau, oui, la personne montre son image parfaite. Mais en réalité, même si c'est lui sur la photo, il ne porte pas ses beaux habits tous les jours. Et ne vit pas dans cet endroit idéal tous les jours. Bien sûr. Maintenant, imagine une jeune fille qui navigue sur TikTok. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une photo d'une amie qui est parfaitement maquillée. Elle voit une fille posant avec son petit ami musclé. Elle regarde une courte vidéo pour Miss Congo sur d'elle. Oui. Elle tombe sur une psychologue qui parle de pensées positives et motivation. Puis, elle regarde une danseuse professionnelle. En voyant cela, quelles pensées peuvent traverser l'esprit de cette jeune fille? Je ne suis pas danseuse, je ne suis pas Miss Congo, je ne suis pas psychologue, même je n'ai pas un petit ami musclé. Tout le monde réussit sauf moi. Elle se compare à ces images idéales. Et développe donc une mauvaise perception d'elle-même. Effectivement, donc elle développe une perception mauvaise d'elle-même. D'accord. Alors, quelle est la solution? D'abord, comprendre que les réseaux sociaux ne montrent qu'une partie de la réalité.
Arrêtez de se comparer, chacun a son propre parcours. Faites une pause et passez du temps dans la vraie vie avec vos proches et vos amis. Et concentrez-vous sur ce que vous avez et ce que vous êtes au lieu de ce que vous voyez chez les autres. Parfait. Docteur Mona, merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup pour votre point de vue. La discussion sur la santé mentale, vous avez peut-être un dernier mot? Je veux vous dire, prenez soin de votre santé mentale. Si vous ne faites pas ça, personne ne le fera à votre place. Merci beaucoup, Dr Mona Kazem, pour cet entretien et beaucoup pour ces conseils. Si on veut vous retrouver, on vous retrouve dans quelle clinique? Je travaille à la clinique internationale en face de CHU. D'accord. Merci beaucoup, Dr Mona. Merci à vous. Gardez votre sourire et merci pour les conseils. Nous, on note et on viendra consulter. Ok, merci beaucoup. C'est bon? Si quelqu'un nous demande combien coûte la consultation, on dit quoi à la personne? Dans les commentaires. La priorité est pour les Congolais et c'est moins cher que l'expat. Ah, que les expats. Ça veut dire que les Congolais payent moins cher que les expats. Oui. Écoutez, parfait. Je passerai, alors je suis Congolais. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Kabbalah Solo Africa, l'agence créative en communication d'influence. Nous ne cessons de vous proposer des sujets, des thématiques très intéressantes pour vous, avec des invités qui nous inspirent, qui nous forment, qui nous partagent et qui nous informent. Merci. À la prochaine. Soin.